Aimables téléspectateurs de la FM Télévision, on se retrouve dans le cadre de votre émission Grande Analyse. Aujourd'hui, c'est une émission particulière parce que vous allez constater que nous ne sommes pas dans notre plateau, nous sommes dans un bureau où nous sommes venus voir un invité. Il s'appelle Monsieur Yves Hussein Makela Tutonda. C'est un acteur politique. Il a été candidat gouverneur au Congo central. Aux élections de décembre 2020, il était candidat dans la circonscription de Mbanza-Ngungu, un politique avéré. C'est avec lui que nous aurons à parler de l'investiture du chef de l'État, les profils du prochain Premier ministre, quel nombre de membres du gouvernement nous devons avoir. Mais comme il est originaire du Congo central, nous allons aussi évoquer le fonctionnement de la province du Congo central aujourd'hui, avec tant de problèmes. Cette province qui n'a pas connu des criminels il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans passés, aujourd'hui, ces phénomènes font surface et ça dérange dans des cités comme Lukala quand on doit braquer des gens à 0h ou à 23h. Donc ça prouve à suffisance que le mal est profond. C'est avec lui que nous aurons à débattre autour de toute cette thématique que je venais d'évoquer. Je m'en vais déjà le dire bonjour. Bonjour, monsieur Yves. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous allez? Je vais bien. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans nos bureaux. Ça fait un moment. Ça fait un bon moment. On a cherché ces rendez-vous, mais bon, Dieu a voulu que ça soit en 2024 et nous sommes là. Et nous y apprêtons. Voilà. Nous commençons directement par ces élections auxquelles vous étiez candidat en tant que candidat gouverneur dans le Congo central. Qu'est-ce qui était votre leitmotiv pour aller postuler dans cette province? Une province qui, aujourd'hui, connaît tant de problèmes et surtout que quand vous avez postulé à l'époque, on revenait de cette situation qui a amené à la déchéance du gouverneur qui était là, le phénomène Mamimi, nous tous nous avons suivi. Et à cette époque-là, vous vous êtes décidé d'aller chercher à briguer la magistrature, je dirais aussi, je peux le dire ainsi, de la province. C'était quoi le leitmotiv? En fait, le leitmotiv, normalement, c'était pour 2024. Parce que vous vous souviendrez, lorsque nous avions eu nos émissions, nos échanges en aparté, nous avions travaillé sur des projets pour relancer la province. Nous sommes partis d'un constat qu'à un moment donné, il fallait que les politiques soit s'entourent des technocrates, soit s'entourent des personnes qui sont capables de pouvoir relever chacune de nos provinces où qu'elles se trouvent. Et fort des projets que nous avions pour la relance de la province, nous avions trouvé là une opportunité par rapport à la déchéance de l'ancien gouverneur, avec l'histoire Mimiguette, de pouvoir nous présenter avec un projet, avec une vision qui aurait pu certainement accompagner la vision du chef de l'État pour redorer déjà l'image du Congo central et pouvoir rehausser l'économie et la vie sociale de Né-Congo. Chose qui a été faite, mais les réalités sur place que nous avons tous déplorées, corruption par-ci, achat des voix. Et les résultats d'aujourd'hui que vous étiez en train de déplorer sur les questions sécuritaires ne pouvaient qu'être prévisibles. J'ai toujours dit, lorsque politiquement on investit plusieurs millions de dollars pour gérer une cité, la première des choses qu'on fait, c'est un retour sur investissement. Et lorsqu'on fait un retour sur investissement des prêteurs à gages ou des fonds personnels qu'on a pris, le seul moyen, c'est pouvoir soit détourner, soit... parce qu'il faut rembourser l'argent. Il faudrait rembourser forcément, et c'est pas des sommes qui sont remboursables avec les salaires que nous avons dans ce pays. Et c'est là que le mal est profond. Et ce mal-là nous a conduit même à commencer à réfléchir sur une possibilité au chef de l'État de pouvoir nommer lui-même les gouverneurs de province pour éviter ce marchandage de voix qu'il y avait à l'époque. Nous déplorons la situation, tous la situation du Congo central, et je crains de dire que ça ne va pas s'arrêter, à moins que législativement nous puissions changer les choses.
Parce que aujourd'hui, lorsque vous parlez déjà aux députés provinciaux, certains ont des ambitions de pouvoir retourner l'argent de leur campagne. Comment ils vont le faire? Ils disent, voilà, nous allons vendre nos voix. Donc, partant de cette expérience, vous avez postulé aux législatives dans la circonscription de Mbanza-Ngungu. Pourquoi le choix de Mbanza-Ngungu alors que Nekongo, comme vous l'êtes, vous pouviez aussi postuler dans d'autres circonscriptions? Non, mais on postule par rapport aux attaches qu'on a. C'est la circonscription de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, de la mienne. Et c'est là que je me disais, où je sais avoir une base qui aurait pu soutenir ma candidature de façon naturelle, parce que je suis issu de là déjà, et puis avec une bonne campagne, si je la faisais, j'aurais pu espérer avoir un siège avec les scores que nous avons eu, mais fort malheureusement, les moyens qu'il fallait aligner par rapport à ces élections étaient énormes par rapport aux candidats qui avaient en lice, les adversaires, et nous avons jugé bon de lever le pied sur cette campagne. Voilà la raison pour laquelle les résultats n'ont pas été fameux, et nous félicitons ceux qui ont pu être élus dans cette circonscription et puis dans la province avec un bon renouvellement. Je crois qu'il y a 3/4 de l'Assemblée qui a été renouvelée, et pédagogiquement ce que nous ferons, c'est de dire à nos frères qui sont venus que demain nous appartient, et demain ça se prépare aujourd'hui. Il faudrait à un moment donné que nous puissions prendre conscience du pays ou de la province que nous allons laisser à nos enfants, ou du pays que nous allons léguer à nos enfants. Plus nous enfonçons, plus nos enfants, nous sommes en train de les tuer, nous tuons les futures générations. Donc nous ne cesserons d'être pédagogiques à ce niveau-là et d'orienter cette jeunesse vers un continuellement de renouvellement. Ce qui s'est passé, que ce soit à l'Assemblée nationale et aux assemblées provinciales, pour moi c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, pourquoi? Parce que nous voyons des nouvelles têtes. Et je souhaite que ce vent continue jusqu'au sénatorial, parce que nous savons bien que d'ici là, ceux qui ont échoué aux élections législatives, provinciales et nationales, qui ont été ministres ici, directeurs généraux là-bas, viendront encore pour tenter d'être sénateurs ou, je ne sais pas, gouverneurs. Il faut qu'on prenne les meilleurs. Il faut qu'on prenne le meilleur, mais après avoir vécu toutes ces deux expériences, qu'est-ce que vous tirez comme leçon? Ce que je tire comme leçon, c'est que la politique, c'est de l'argent. C'est de l'argent, et c'est beaucoup d'argent. C'est un investissement qu'il faut faire sur soi, travailler dur, et c'est dans ça que nous sommes, et c'est ce que nous faisons. Nous disons qu'avant de compter sur les partis, avant de compter sur les partis politiques, de compter sur les autorités morales, de compter sur les regroupements, il faut être aguerri, il faut être conséquent par rapport à soi-même et ne compter d'abord que sur soi, avant les autres. Donc là maintenant, si demain il faudrait que je puisse me représenter dans quelques élections que ce soit, je me préparais en conséquence par rapport à ça. Voilà, ça c'était juste pour introduire notre émission. Il fallait qu'on puisse parler de votre expérience professionnelle par rapport aux élections. Les élections sont passées et le président de la République investi par la Cour constitutionnelle. Dans son discours, le président a dit que les erreurs du passé ne vont plus se répéter. Vous pouvez avoir une idée sur ces erreurs du passé auxquelles le président de la République faisait allusion? Je ne sais pas auxquelles le président faisait allusion, mais je pense que dans le cadre d'une structure que nous avons lancée, BCP, qui était le bureau de campagne populaire Fachi Président, nous avions fait le tour avec les adhérents de la population pour poser un certain nombre de questions. Savoir ce que la population reprochait au candidat Félix-Antoine Tshisekedi, à sa gouvernance, et ce qu'elle suggérait pour un prochain mandat. Il y a beaucoup de choses qui revenaient, c'est le laxisme au niveau de la gestion. Une forme de gabegie financière, le détournement, une forme d'impunité ressentie par
une certaine partie de la population, des gens qu'on voyait ou prétendument être accusés, être libérés, le panier de la ménagère, les gens ont parlé du social, et toutes ces questions-là, si le président veut les mettre dans le passé, c'est très faisable. Parce que je pense qu'aujourd'hui, n'importe qui sait identifier les points faibles du premier mandat du chef. Ces points faibles-là sont peut-être pas de son fait, sont aussi du fait de l'union sacrée, du mandat FCC, de l'alliance FCC-Cash. Ça fait partie des choses qui ont fragilisé la gouvernance. Maintenant, si il faut identifier, comme je disais, on parlerait des finances, notamment des détournements. On sait qu'il y a l'IGF, mais qui ne fait pas encore son travail à plein régime. On parlerait du panier de la ménagère. On parlerait de la géopolitique. Il a évoqué 6 axes dans son discours en parlant. Il a commencé par la création des emplois. À part ça, il a parlé de comment protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux de change. Alors, une certaine opinion se dit que sur Top Congo, on lui a posé la question de savoir comment est-ce que le dollar ne faisait que changer. Aujourd'hui, vous changez $1 à 2600, demain c'est à 2700, le jour qui vient c'est à 2650. Il a répondu, c'était même à Lingala, il ne peut pas comprendre. Alors, dans ce second mandat auquel la population attend plus du chef de l'État, est-ce que vous pensez que cela pourrait être faisable et que le taux de change puisse être revu à la baisse? Surtout qu'il s'est plaint que nous ne produisons pas. Mais bon, voilà, c'est la clé de toute chose. Lorsque la consommation de tout un État est orientée vers l'extérieur, comment vous voulez maîtriser le taux de change? Parce que l'importateur, lui, il achète par monnaie locale. Il achète en dollars. Et pour qu'il achète en dollars, il doit racheter cette monnaie partant de la monnaie locale. Donc ce sont les opérateurs économiques qui pèsent plus aujourd'hui que l'État lui-même et qui fixent, qui sont à la base de cette fluctuation. Mais pourquoi? Parce que nous ne produisons pas. Que ce soit du côté alimentaire, vestimentaire, dans toutes les industries, le Congo ne produit pas. Il faudrait déjà commencer par là, produire, exporter, et puis espérer donner de la valeur aux francs congolais et limiter, moi je pense, de façon drastique, les paiements en dollars, que ce soit pour les paiements de tout ce qui se passe en termes de fiscalité dans notre pays, les paiements de tout ce qui se passe. Je pense qu'à un moment donné, Kabila, le père, l'avait fait en interdisant l'utilisation du dollar par le Congolais, par les Congolais, en donnant de la valeur aux francs congolais et en limitant l'autorisation à ce qu'on appelle les cambistes de pouvoir faire de la spéculation sur la monnaie. Parce qu'il y a toujours un taux directeur qui est le taux de la Banque centrale, mais qui n'est souvent pas suivi. Aujourd'hui, quand on voit les salariés, les gens sont payés en référence du dollar, mais souvent on vous dit qu'ils sont payés au taux de 21, au taux de 19. Et cela impacte beaucoup sur le pouvoir d'achat. Parce que celui qui vend son poulet ou son chinchard, il le vend avec un référentiel en dollars. Oui. Il se dit, je vous vends par exemple une rame à $20. Si $20 équivalait à 40 000 francs hier, aujourd'hui $20 équivalent à 53 000 francs et que le salaire n'a pas bougé en termes, dans le même sens, vous faites perdre du pouvoir d'achat à la population. Mais que faire concrètement? Mais voilà, on a parlé de la production. On a parlé de la production. Pourquoi aujourd'hui on devrait continuer à acheter du chinchard, du poisson à l'extérieur? Heureusement, quand j'ai suivi le ministre de Pêche et Élevage parler de bateaux de pêche maintenant, que d'ici le mois de mars, nous aurons la possibilité de commencer à nous-mêmes pêcher et vendre notre poisson localement. Pourquoi on ne ferait pas de façon intensive la production de tous les aliments que nous consommons ici pour créer une autosuffisance alimentaire et exporter le reste, parce qu'on peut le faire.
en se focalisant sur certains produits de première nécessité, pourquoi pas? C'est des choses qui sont faisables. Mais pour qu'il le fasse, c'est que même dans son casting, il doit avoir des techniciens, des personnes capables de pouvoir le conseiller et l'emmener à ces résultats-là. Avoir une vision, c'est bien. Avoir un projet, c'est bien. Mais ce qui compte le plus, c'est l'humain qui va accompagner cette vision. Et je pense que le casting du chef de l'État sera, à l'image des assemblées, un renouvellement total. Il a parlé du fait d'assurer avec efficacité la sécurité des populations et de leurs biens. À ce jour, nous vivons tous ce qui se passe à l'est de la République, à Kwamouth. Parlons aussi de Kinshasa avec la montée des Kuluna. Est-ce qu'il faille que le président de la République revienne sur ça, ou il faudra juste en parlant, parce que ce sont des faits auxquels nous parlons chaque jour. La guerre à l'Est, ça fait plus de décennies. Les Kuluna aujourd'hui, c'est tout le monde qui se plaint. Je ne pensais pas vivre le Kuluna à Matadi, mais une fois je l'ai vécu à Matadi. Donc ça devient un fait. Moi je commence à appeler cela un fait national. Quelles sont les mesures à prendre pour que, déjà du côté de l'Est, nous savons comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer avec les contingents de la SADC qui doit accompagner, mais de mesures qu'il faut prendre, de mesures directes qui peuvent nous mettre à l'abri de tout ce qui dérange la République, c'est-à-dire les rébellions et le Kuluna. En fait, je pense que le phénomène Kuluna est lié à des questions économiques. Le délaissement de notre jeunesse fait que l'oisiveté pour certains sociologues parlent de la religion aussi, les enfants sorciers ou accusés de sorcellerie dans les familles, les enfants abandonnés, les parents qui délaissent les enfants parce que soit un travail qui ne paye pas, ils ne savent pas prendre en charge les enfants sont dans la rue, et dans la rue on rencontre tout et n'importe quoi. On parle que des Kuluna, mais il y a aussi la prostitution juvénile. Les enfants de 13, 14, 15 ans qui font de la prostitution. Tout ça, ce sont des choses pour une société qui sont flagrantes et choquantes. Alors, les réponses ne sont pas forcément des contraintes policières. Parce qu'un policier arrêtera un Kuluna aujourd'hui, la famille viendra derrière, donnera de l'argent, le Kuluna sera libéré. C'est ce que nous avons vu. Ce qui a marché un peu, c'est le combat drastique qu'a mené Kanyama, avec certainement des dérives. Et le projet Kanyamaka, c'est aussi qui est un programme louable, mais il faudrait étudier la question. Ce n'est pas une question à laquelle je pourrais répondre comme ça, parce que je pense que les solutions sont multiples. Elles sont à la fois sécuritaires avec l'organisation de la police, mais elles sont aussi économiques avec la prise en charge de cette jeunesse. Quand vous arrêtez un Kuluna, qu'en faites-vous ? Est-ce qu'il est arrêté pour être conduit à la police et puis sa famille vient le libérer? Est-ce qu'il va en prison? Est-ce qu'il y a un procès? Toutes ces questions-là doivent se poser. Est-ce qu'il y a une prise en charge derrière pour une réintégration de ces Kuluna dans la société? Et c'est peut-être là qu'il faudrait commencer à réfléchir, créer des centres de formation de ces jeunes qui pourraient les occuper et leur donner un métier, leur montrer le risque entre être dans la rue, courir le risque de mourir par de coups de machette, ou aller apprendre un métier quelque part pour servir demain à la société et à soi-même, avoir un travail digne, une famille et tout. Donc, ce n'est pas une seule solution, c'est plusieurs solutions qui peuvent se croiser pour pouvoir conduire à l'éradication de cela. Mais à cela, j'ajouterais aussi le laxisme au niveau de la police et de la justice. Ok. Ils arrêtent les Kuluna. Vous leur reprochez quoi? Ils arrêtent les Kuluna. La police renvoie la balle à la justice, ils disent non, on les arrête, on les défère à la justice. C'est la justice après qui les laisse. Mais quand la justice dit qu'il n'y a pas de plaignant, comment est-ce que... Mais l'action publique ne s'active pas seulement quand il y a un plaignant, quand il y a un cas de flagrance. Quand vous avez violé une loi devant des gens, vous avez blessé, on n'a pas besoin de plaignant parce que c'est une infraction. Cette infraction-là est poursuivable par le ministère public qui peut, lui, se constituer aussi partie civile dans le cadre d'un procès. Mais ces jeunes-là, est-ce qu'ils sont conduits dans des prisons?
Est-ce que ce sont des prisons spécialisées? On n'en a pas. Donc c'est des questions qu'il faudrait étudier et suggérer à la justice et peut-être au ministère des Droits humains pour pouvoir accompagner cette catégorie des personnes qui sont en marge de la société. Quand le président de la République parle de poursuivre la diversification de l'économie, qu'est-ce que vous voyez par là? C'est ce que nous étions en train de dire. Nous avons une économie purement extractive, orientée sur les minerais. Le Congo a, je crois, à 80% sa base économique sur les minerais qu'il y a dans notre pays. Alors que nous avons l'agriculture que nous pouvons mettre en avant, nous avons le tourisme que nous pouvons mettre en avant, nous sommes le premier poumon mondial en termes de réserve de biodiversité. On peut tout faire dans ce pays pour générer de l'argent au-delà des mines. C'est pour ça que dans mon projet dans le Congo central, je vous le disais, le Congo central est rempli de matières premières. Mais il ne faut pas commettre cette erreur de se focaliser sur les matières premières pour développer cette province. Nous étions axés à l'époque sur l'agriculture principalement et le tourisme, parmi les piliers de développement. Donc la diversification de notre économie peut passer par là. Commencer à jeter des bases sur le tourisme, intensifier l'agriculture, choisir, cibler des produits que nous pouvons mettre en avant pour être premier producteur. On peut être premier producteur du maïs aujourd'hui. On peut se focaliser sur le maïs, on peut se focaliser sur le blé pour pouvoir non seulement consommer, mais exporter aussi, parce que la demande au niveau mondial, elle est grandissante, avec les problèmes qu'il y a eu avec l'Ukraine et la Russie. Donc nous pouvons nous positionner pour être premier exportateur de blé, par exemple, de maïs. Il a aussi parlé du renforcement de l'efficacité du service public. Apparemment, le chef de l'État est conscient que le service public a quelques failles. Les services publics ont beaucoup de failles. L'administration congolaise, elle est quasiment, je ne dirais pas inexistante, mais elle est très faible. On a vu la création de l'ENA qui a permis à former certains cadres. Et avant que vous ne veniez, je partageais avec un avocat ici dans mon bureau du fait que le système éducatif congolais doit évoluer. Nous sommes encore dans un système qui est archaïque. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trop de mise en situation. Celui qui est licencié aujourd'hui au Congo n'a eu que maximum 4 mois d'expérience terrain. 2 mois en G3 et 2 mois en R2. Si on mettait il y avait une mise en situation en entreprise pour que celui qui est formé fasse de l'alternance par exemple, à un moment donné il est en école et à un autre moment il est en entreprise, les étudiants sortiraient avec cette culture d'entreprise qui leur permettrait d'avoir des bases de gestion, d'avoir des bases de direction, d'avoir des bases sur comment créer des entreprises, comment travailler au sein d'une entreprise. Malheureusement, fort malheureusement, un licencié sorti de l'université aujourd'hui, vous le mettez en entreprise, il commence par tout apprendre en entreprise. Et en apprenant tout, il apprend et les mauvais comportements acquis depuis longtemps, sur tout ça, et ce qu'il y a à faire dans leur quotidien. Peut-être que la solution serait dans les réformes de notre éducation qui n'est plus compétitif. Nous formons les gens à quoi? Nous formons les gens à être juristes, à être économistes, mais est-ce que nous formons les gens à transformer par exemple le lithium? Nous en sommes producteurs. Nous sommes producteurs de cobalt, de coltan. Est-ce que, en matériel didactique, nos enfants, lorsqu'ils grandissent, ils savent la richesse du Congo vient d'où? Est-ce qu'ils ont ça en matériel didactique? Non. Est-ce qu'ils ont des formations spécialisées pour transformer le diamant, l'or, tout ça? Non. Et ce sont peut-être des filières sur lesquelles il faudrait que notre éducation se focalise, où on va orienter nos enfants pour booster l'économie du pays. Parlons de ces 6 axes. Nous nous rendons compte, mais nous nous rendons compte que le président de la République veut faire de ce mandat un mandat auquel il va lui donner sourire au peuple congolais, parce qu'on venait de l'évoquer ici au début, qui s'était plaint lors de son premier mandat, avec les 2 ans passés avec le FCC, et les 3 ans restants, il a essayé, mais il a demandé, le suivant pendant la campagne, il a demandé aux Congolais de lui redonner confiance.
Alors, si réellement que ce mandat, ce second mandat est un mandat auquel il veut redonner sourire, quel peut être le profil du prochain Premier ministre qui va accompagner la vision du chef? Déjà, avant de répondre à cela, je vais dire quelque chose que je pense depuis longtemps. D'expérience, je sais que le Congolais ne vote pas sur un projet. Le Congolais ne vote pas un projet de société parce qu'il ne le lit même pas. Même les intellectuels congolais, le projet du chef de l'État, beaucoup ne l'ont pas lu, ni de ses concurrents. Pour la simple raison qu'on a orienté à autre chose. Les gens ont une fibre sentimentale qui est grande, et le président, les gens l'aiment. Il a été élu, non parce qu'il avait un projet. Parce que le premier mandat, nous ne dirons pas que ça a été un mandat élogeux. Ça a été un mandat calamiteux. Et la chance qu'il a, c'est que le Congolais l'a porté. Donc c'est un président qui a été élu parce qu'il est aimé. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des alliances, il y a eu... Non. C'est ni l'UDPS, ni le... comment dire, on dira l'union sacrée. Ce n'est pas ça qui a fait élire le chef de l'État. Le chef de l'État a été élu parce que les gens l'ont porté, les gens l'aiment. C'est quelqu'un de sincère. Lorsqu'il parle, il n'est pas dans la démagogie. C'est pour ça que ses bonnes intentions ont été critiquées par les oppositions. Parce qu'il disait, je veux faire ceci, c'est sa volonté. Après, si les moyens n'ont pas permis après, ça s'est retourné contre lui. Alors, pour qu'il entame bien ce second mandat, les gens attendent des signaux forts. Les signaux forts, c'est des choses simples, telles que la taille du gouvernement. Au premier mandat, il souhaitait avoir un gouvernement, une monture d'une trentaine de personnes. Je crois que c'est le moment de le faire. Il ne faudrait pas qu'il se focalise sur les poids politiques pour que les gens fassent des partages de pouvoir en termes de autant de députés, ça vous donne droit à autant de ministères. Ce n'est pas une bonne chose. Qu'il monte en équipe avec des personnes compétentes. Parce que, au final, celui qui est comptable devant la population, c'est lui. Celui qu'on va insulter, c'est lui. Celui qu'on va encourager, féliciter, c'est lui. Donc, réduction des charges de l'État. On a trop de gyrophares dans la vie. Trop pour rien. Parce que prennent des sens civiques à temps et à on en a trop pour rien. On peut faire des gouvernements à l'image de ce qu'il y avait. Je sais qu'il y a eu une évolution aujourd'hui, mais de ce qu'il y avait à l'époque de Mobutu. 30 ministres, avec des secrétaires généraux, des vice-ministres, ça serait l'idéal. Et puis refusionner certains ministères qui ont été divisés pour les besoins de la poste, parce qu'il fallait donner des postes à des gens qui n'en tiennent compte, premièrement. Deuxièmement, le choix du Premier ministre doit être à sa propre discrétion. Mais l'histoire nous enseigne que on a toujours eu des premiers ministres, à part le Mumba avec l'histoire de la double vocation et Kassavubu, on a toujours eu des premiers ministres choisis par le président, mais qui n'avaient pas un fort poids politique. C'est pour éviter les affrontements. Et le Premier ministre qui doit prendre devrait être un technocrate. Une personne qui comprend sa vision, qui sait où il va et qui a les moyens de mettre en œuvre la machine pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Les objectifs ne sont pas grands dans ce pays. Il suffit que les gens se retrouvent à manger à leur cité, se retrouvent à voir la sécurité. C'est déjà le plus important pour les Congolais. Ils n'attendent pas beaucoup. Ils demandent, quand ils disent dollar, c'est vrai, ils parlent de dollar. Mais le dollar en soi, c'est pas ça. C'est le pouvoir d'achat. C'est pour dire que nous n'arrivons pas à tenir le bout du monde. C'est pas que, même la classe moyenne aujourd'hui en souffre. Vous voyez, des personnes que vous voyez en ville travailler, ils arrivent difficilement, nous arrivons difficilement à joindre les deux bouts du monde. Pourquoi? Parce que nous avons perdu beaucoup de pouvoir d'achat. Donc ce choix-là doit être méticuleux et ça doit être quelqu'un de nouveau. Pas des têtes que les gens connaissent déjà. Mais quand vous parlez de quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler au gouvernement, ni dans un portefeuille, ou un fin politicien. Je pense quelqu'un avec de l'expérience, mais qui n'a pas été un politique de premier rang, et à qui on ne donnera pas le pouvoir politiquement. À qui on donnera la primature, parce que techniquement il peut apporter quelque chose. Beaucoup de gens critiqueront peut-être le Premier ministre Sama Lukonde, mais moi je pense que ça a été un très bon Premier ministre, qui était très loin de la... Les gens se plaignent, ils disent qu'ils... On a
orienté à autre chose. Les gens ont une fibre sentimentale qui est grande. Et le président, les gens l'aiment. Il a été élu, non parce qu'il avait un projet. Parce que le premier mandat, nous ne dirons pas que ça a été un mandat élogieux. Ça a été un mandat calamiteux. Et la chance qu'il a, c'est que le Congolais l'a porté. Donc c'est un président qui a été élu parce qu'il est aimé. C'est pas parce qu'il y a eu des alliances, il y a eu... Non. C'est ni l'UDPS, ni le... comment on dira l'Union sacrée. C'est pas ça qui a fait élire le chef de l'État. Le chef de l'État a été élu parce que les gens l'ont porté, les gens l'aiment. C'est quelqu'un de sincère. Lorsqu'il parle, il n'est pas dans la démagogie. C'est pour ça que ses bonnes intentions ont été critiquées par les oppositions. Parce qu'il disait, je vais faire ceci, c'est sa volonté. Mais après, si les moyens n'ont pas permis après, ça s'est retourné contre lui. Alors, pour qu'il entame bien ce second mandat, les gens attendent des signaux forts. Les signaux forts, c'est des choses simples, hein, telles que la taille du gouvernement. Au premier mandat, il souhaitait avoir un gouvernement, une mouture d'une trentaine de personnes. Je crois que c'est le moment de le faire. Il ne faudrait pas qu'il se focalise sur les poids politiques pour que les gens fassent des partages de pouvoir en termes de autant de députés, ça vous donne droit à autant de ministères. Ce n'est pas une bonne chose. Qu'il monte son équipe avec des personnes compétentes. Parce que, au final, celui qui est comptable devant la population, c'est lui. Celui qu'on va insulter, c'est lui. Celui qu'on va encourager, féliciter, c'est lui. Donc, réduction des charges de l'État. On a trop de gyrophares dans la ville. Trop pour rien. Parce que prennent des sens cyniques à temps et à on en a trop pour rien. On peut faire des gouvernements à l'image de ce qu'il y avait. Je sais qu'il y a eu une évolution aujourd'hui, mais de ce qu'il y avait à l'époque de Mobutu. 30 ministres. Avec des secrétaires généraux, des vice-ministres, ça serait l'idéal. Et puis refusionner certains ministères qui ont été divisés pour les besoins de la cause, parce qu'il fallait donner des postes à des gens. Qu'ils en tiennent compte, premièrement. Deuxièmement, le choix du Premier ministre doit être à sa propre discrétion. Mais l'histoire nous enseigne que on a toujours eu des premiers ministres, à part Lumumba avec l'histoire de la double révocation et Kasavubu, on a toujours eu des premiers ministres choisis par les présidents, mais qui n'avaient pas un fort poids politique, pour éviter les affrontements. Et le Premier ministre qui doit prendre devrait être un technocrate. Une personne qui comprend sa vision, qui sait où il va et qui a les moyens de mettre en œuvre la machine pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Les objectifs ne sont pas grands dans ce pays. Il suffit que les gens se retrouvent à manger à leur siété, se retrouvent à voir la sécurité. C'est déjà le plus important pour les Congolais. Ils n'attendent pas beaucoup. Ils demandent, quand ils disent dollar, c'est vrai, ils parlent de dollar, mais le dollar en soi, c'est pas ça. C'est le pouvoir d'achat. C'est pour dire que nous n'arrivons pas à tenir le bout du mois. C'est pas que, même la classe moyenne aujourd'hui en souffre. Vous voyez, des personnes que vous voyez en ville travailler, ils arrivent difficilement, nous arrivons difficilement à joindre les deux bouts du mois. Pourquoi ? Parce que nous avons perdu beaucoup du pouvoir d'achat. Donc ce choix-là doit être méticuleux et ça doit être quelqu'un de nouveau. Pas les têtes que les gens connaissent déjà. Mais quand vous parlez de quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler au gouvernement, ni dans un portefeuille, ou non, mais un fin politicien. Je pense quelqu'un avec de l'expérience, mais qui n'a pas été un politique de premier rang, et à qui on ne donnera pas le pouvoir politiquement. Qui on donnera la primature, parce que techniquement, il peut apporter quelque chose. Beaucoup de gens critiqueront peut-être le Premier ministre Samuel Okondé, mais moi je pense que ça a été un très bon Premier ministre, qui était très loin de la politique. Les gens se plaignent, ils disent qu'il n'est pas oui, les gens comparent toujours, les gens se plaindront toujours, mais on juge les gens par rapport aux objectifs qu'ils ont atteints. S'il a atteint plus d'objectifs par rapport à d'autres, je pense que c'est le meilleur. On n'a pas besoin de crier dans tous les toits ce qu'on est en train de faire, mais avec ce qu'on fait, si les gens peuvent témoigner, c'est déjà ça. Donc un Premier ministre, moi en étant né Congo, moi je plaiderais pour, comme je le dis toujours, pour un Premier ministre né Congo,
Parce que la République démocratique du Congo, le Zaïre et le Congo d'avant n'a jamais eu de Premier ministre du Congo central. Il est peut-être temps, comme le président est le champion de l'innovation, c'est lui qui nous a ramené le plus de femmes dans le gouvernement, vous voyez. Donc il peut aussi oser aujourd'hui, en faisant une répartition géopolitique, où on se dit comme en espace linguistique, la présidence est tenue en espace linguistique par le Kasaï, le Grand Kasaï. La primature pourrait aller par exemple au Congo central. L'Assemblée nationale pourrait aller à l'espace swahiliphone, et puis le Sénat à l'espace des Bangala par exemple. C'est votre façon de voir les choses. C'est ma petite idée. C'est votre façon de voir les choses. Est-ce que vous pensez que dans la tête de ces politiques, ça va passer? Parce que chacun se bombe le torse en disant qu'aujourd'hui, j'ai plus de députés, donc il me faut tel ou tel autre siège pour que je puisse faire valoir ma grandeur, parce que nous l'avons vu. Une fois que le président de la République a prêté serment, même pas encore une semaine, au sein de l'Union sacrée, ça tire à boulet rouge. Nous voyons la création de plateformes dans une plateforme. On se pose des questions pour savoir est-ce que tout le monde veut faire valoir sa grandeur ou comment. Bon, est-ce qu'il y a des questions à se poser? Je pense que la politique... on t'offre pas sur un plateau d'or des positionnements. Moi, je pense que c'est des bonnes guerres. Les gens veulent se prévaloir d'une certaine force politique et c'est de leur droit. Mais celui qui a le pouvoir aujourd'hui de décider, c'est le chef de l'État. Ils peuvent le faire, oui, mais il faut qu'il y ait une certaine forme de renouvellement dans les jours qui viennent. Il faut qu'il y ait un sentiment d'équité dans le partage de responsabilités, que ceux qui ont été lésés hier ne se sentent pas lésés. Et cela aidera à ramener cette cohésion nationale que les gens continuent à chercher, d'autant plus que l'opposition aujourd'hui est en mal et n'a pas d'argument. Le chef de l'État a carte blanche pour pouvoir implémenter sa vision et il n'aura pas de prétexte. Je pense qu'en fin mandat, après ce mandat, le président n'aura plus de prétexte. Parce qu'aujourd'hui, il a tout pour atteindre ses objectifs. Il a les profils qu'il faut pour pouvoir l'accompagner parce qu'il sort d'une expérience. C'est le seul avec Kabila qui a l'expérience de la présidence de la République aujourd'hui. Donc il sait qui m'a accompagné dans mon premier mandat et qui m'a desservi, qui pourrait m'accompagner pour mon deuxième mandat et me servir, tout ça il le sait. Et il peut se faire accompagner des gens qui vont faire des bons castings pour mettre les bonnes personnes à la place qu'il faut. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission, mais dans le discours, je reviens dans le discours du chef de l'État, il a tendu la main à l'opposition. Voyez-vous des opposants accepter de travailler dans un même gouvernement auquel Félix Tshisekedi aura la même mise, parce que c'est lui le chef de l'État. Vous pensez avoir des opposants venir travailler avec le chef de l'État? Et puis, vous adressez aussi votre mot de la fin pour cette émission, parce que je sais que ça ne sera pas la dernière. Oui. Au Congo. Monsieur Alain, je veux vous dire une chose. Moi, je suis formé par le parti SID de Martin Fayulu, du président Martin Fayulu. À l'appel, le premier appel du chef de l'État, au stade de martyr pour son premier mandat, il avait fait cette ouverture. Et nous avons été parmi les premiers à nous dire que nous avons fait une opposition pour que Kabila parte et que nous n'avons pas d'animosité au chef de l'État qui était mis en place, bien que nous avions combattu pour la vérité des urnes. Mais la politique est ce qu'elle est. À un moment donné, soit on l'accompagne de la façon dont on pense qu'on pourrait l'accompagner, soit on fait une opposition républicaine. Une opposition républicaine, c'est cette opposition qui est force de proposition. Lorsque le pouvoir en place est en train d'agir, ce que l'opposition fait, elle dit non, cette direction que vous prenez n'est pas bonne. Nous pensons que telle direction serait la bonne pour la population, parce qu'au final, les bénéficiaires de tout cela, c'est le peuple. Alors, s'il y a des gens qui se mettent en aparté, qui pensent que pour que les choses changent, il faut qu'eux puissent être là, c'est se tromper. Et l'ouverture, elle est là. C'est au chef de l'État, lui, de choisir avec qui il veut travailler. Et s'il va travailler avec les gens de l'opposition, tant mieux. Mais ce que les gens attendent, ce sont les résultats. Il peut travailler avec
la diaspora, il peut travailler avec les opposants, il peut travailler avec l'UDPS ou les partis alliés. Tout ce que les gens attendent in fine, ce sont les résultats. Il faut qu'il travaille avec des bons profils, de bonnes personnes, où qu'ils soient. Il peut les dénicher, les débaucher et travailler, avancer avec eux. Et pour clore notre émission, je te remercie d'être passé. Merci beaucoup. Et je pense qu'il est temps qu'il se fasse un renouvellement dans ce pays. Parce que les gens sont fatigués de voir les mêmes personnes. Ça fait plusieurs décennies que ce sont les mêmes personnes qui viennent, repartent, qui reviennent. Si ce n'est pas eux, c'est leurs enfants. Même nous en sommes victimes dans les partis politiques. La façon de création de nos partis politiques se réfère à des hommes plutôt que ça soit structurel avec une idéologie assise. Sur une idéo, voilà. Voilà. Maintenant, ces hommes se font accompagner par nous autres qui devenons des marchepieds, et lorsqu'il y a partage de pouvoir, c'est leurs enfants qui sont mis en avant. Et les gens sont sacrifiés. C'est ce système-là injuste qui doit finir. C'est ce qui fait qu'il y ait une multiplicité de partis politiques. Tout le monde se dit, bon, moi je veux créer ma structure parce qu'au final, nous accompagnons des gens qui, lorsqu'ils atteignent les objectifs qu'ils doivent atteindre, ils ne servent ni le parti, ni la population. Ils servent leur ventre et leur famille. Et c'est à ça qu'il faudrait mettre fin. Et peut-être penser à un système où il y aura des courants, ou des regroupements des partis, 2 ou 3, la gauche, la droite et le centre, comme en France, pour que les idéaux se connaissent. On ne sait plus les alliances qui se font. C'est des fois des alliances contre nature, parce que quand vous regardez la philosophie, l'idéologie de ce parti qui fait alliance avec tel parti, c'est 2 idéologies contraires. Celui-ci est de droite et de gauche, mais au Congo, c'est des choses qu'on voit. Ils se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble. C'est des choses qu'on voit. Donc ça veut dire que les gens se positionnent par rapport à leurs propres intérêts. Donc nous disons stop à cela. Nous avons besoin que ce renouvellement que Kadima nous a apporté aux assemblées nationales et provinciales puisse se faire aussi au niveau du gouvernement, au niveau des entreprises publiques, au niveau des entités décentralisées, au niveau de nos provinces. Les choix des gouverneurs, les choix des sénateurs. J'interpelle là les députés provinciaux. Je sais, nous savons tous que ce système ne va pas s'arrêter avec vous. Nous savons tous que l'argent, vous allez en prendre. Mais dans vos choix, même s'il y aura de l'argent, prenez pour prendre. S'il faut prendre, on ne peut pas vous l'interdire, parce que quand vous le prendrez, nous ne serons pas là. Faites des bons choix, des choix judicieux qui ne nous emmèneront pas dans des situations telles que nous avons vues ici dans la ville de Kinshasa pendant 5 ans, une ville qui est devenue ce qu'elle est devenue. Faisons des choix optimaux, faisons des choix judicieux pour accompagner le chef de la bonne façon. Voilà, merci beaucoup. C'est par ces mots de M. Yves Hussein Makela que nous mettons un point final à cette émission. Je pense que tout ce que nous disons dans cette émission Grande Analyse, c'est pour permettre à la République d'évoluer. C'est vrai que les Congolais souffrent, ils veulent vivre ces changements prônés par le chef de l'État, mais le chef de l'État ne sera pas Dieu pour être au même moment à Kinshasa, au même moment à Matadi. C'est pourquoi on décentralise les pouvoirs. Vous, qui serez peut-être gouverneur, bourgmestre d'une commune, les députés nouvellement élus, vous devez aussi jouer votre part, parce que le développement de la République dépendra de vous, surtout que c'est vous qui devez proposer des lois pour permettre à la République d'évoluer. Merci beaucoup à la grande équipe technique qui m'a accompagné. Je vois Torres Atibou et Junior Santos. On se retrouve prochainement avec un autre invité pour un autre numéro. Au revoir.